Normalement, on voit l'écran de Catherine. Je te laisse la parole. Merci beaucoup, Antonin. Bonjour, Catherine Nolot. Effectivement, je travaille au CEREMA sur cette thématique. On travaille plutôt en expertise du bâtiment. Aujourd'hui, je vais plus parler de vigilance à avoir en termes de rénovation. Je ne rentrerai pas forcément suffisamment dans certains détails. Voilà, n'hésitez pas peut-être à poser les questions plutôt en fin de présentation. Alors, pour reprendre un petit peu ces questions, effectivement, je vais essayer d'y répondre. Voilà, c'est un petit peu le plan d'ailleurs de ma présentation. On va essayer de suivre ça. Alors déjà, en introduction, le contexte économique et énergétique et surtout, quel est le lien avec la qualité de l'air intérieur. Tout simplement, depuis effectivement les chocs pétroliers des années 70, l'augmentation du coût de l'énergie a engendré la mise en œuvre de différentes politiques de réglementation thermique que vous connaissez. Malheureusement, ces réglementations ont eu comme conséquence l'augmentation de l'étanchéité à l'air des bâtiments par rapport à l'air extérieur, une étanchéité à l'interface entre le bâtiment qui n'a pas forcément été prise en compte. Et cela a engendré également une diminution du renouvellement de l'air, comme l'a dit Antonin tout à l'heure. Et donc ça a effectivement des conséquences sur l'augmentation des teneurs en radon, mais également d'autres polluants de l'air intérieur. S'il y a du radon, en général, il y a également d'autres polluants de l'air intérieur. L'inverse n'est pas forcément le cas, on va le voir par la suite. Ce qu'il faut vraiment retenir, c'est c'est plus j'intégrerais ça, la qualité de l'air intérieur. Enfin, le radon, c'est un indicateur de mauvaise qualité de l'air intérieur. C'est un polluant qui est facile à mesurer. Voilà, c'est vraiment, pour moi, un problème de qualité sanitaire du bâtiment. Alors, qu'est-ce que le radon? On va rentrer dans le vif du sujet. Effectivement, le radon, c'est bio, entre guillemets. C'est un gaz radioactif d'origine naturelle qui provient effectivement de la croûte terrestre. Je vous ai fait un schéma assez simplifié. C'est un gaz. Il resterait dans les éléments minéraux de la roche, on s'en intéresserait pas. La problématique, c'est que c'est effectivement un gaz, il est mis des roches et il nous parvient à la surface terrestre. Et à l'air libre, il n'est pas dangereux, il se dilue, il ne pose aucun problème. Le souci vient effectivement du fait qu'il vient s'accumuler dans les espaces clos, dans nos bâtiments. On en trouve partout sur toute la surface de la planète, mais à des concentrations variables, on verra par la suite. Il est incolore, inodore, imperceptible. On ne peut pas savoir dans une pièce qu'il y a du radon. D'ailleurs, c'est un peu le cas de beaucoup de polluants de l'air intérieur. La problématique, effectivement, c'est cette accumulation du radon à des taux qui peuvent être dangereux pour l'homme. Alors, les risques sanitaires, tout à l'heure, on a parlé de polluants chimiques, c'est plus particulièrement les descendants, c'est les descendants du radon qui sont des polluants du physique particulière, qui peuvent, par inhalation, par inhalation du gaz et ensuite par dégradation du radon en éléments radioactifs, qui peuvent ensuite impacter nos poumons. Le radon est reconnu cancérigène pulmonaire certain depuis 1987. C'est également la deuxième cause de cancer du poumon après le tabac. Pour vous donner quelques chiffres, effectivement, le tabagisme passif, ça représente 60 000 morts par an. Il faut savoir que 10% de ces cancers liés aux poumons sont attribués aux poumons, donc c'est équivalent à 3 000 morts par an. Donc 3 000 morts par an, c'est l'équivalent du nombre de morts d'accidents de la route, par exemple. En 2019, c'était 3 200 morts, quelque chose comme ça. Donc ce n'est pas négligeable. On entend beaucoup parler d'amiante. L'amiante, c'est 700 morts par an. Voilà, ça porte à réfléchir sur effectivement la visibilité de cette problématique. Je précise quand même néanmoins que c'est une exposition chronique, comme le tabac d'ailleurs. C'est sur exposition sur du long terme à des taux importants. Voilà, c'est au même titre que le tabac. Il faut savoir aussi
à propos du tabac. Donc, effectivement, il y a une synergie avec le tabac. On évalue un risque, un nombre de décès multiplié par 3 fois plus élevé chez les fumeurs. C'est un peu le cas pour la majorité des autres polluants des synergétiques avec le tabac. Alors, on trouve du radon. Comment savoir que si mon bâtiment est exposé au risque de radon? Donc déjà, où est-ce qu'on en trouve? Donc, clairement, selon ce schéma, on peut vraiment se rendre compte qu'on en trouve partout. Effectivement, une maison qui se situe en Île-de-France aura des taux faibles, mais voilà, il y a plus de monde en Île-de-France. Là, sur le schéma, on a effectivement une maison bretonne, on a entre 20 et 2000 becquerels. C'est valable également dans le Massif central, voire plus élevé, et par chez nous également dans le Morvan. Quand on est dans des situations plus enterrées, ça, effectivement, ce n'est pas propre au bâtiment, mais propre à un certain type de travailleurs qui travaillent en milieu souterrain, on peut arriver à des taux vraiment importants du fait d'un mauvais renouvellement de l'air. Là, c'est les caves souterraines ventilées, dans les caves, dans les bâtiments enterrés non ventilés, on peut vraiment avoir des taux très, très importants. Ensuite, les concentrations du radon sont variables dans le temps. Donc, effectivement, là, on se rend compte que les concentrations de nuit sont plus élevées que les concentrations de jour. Donc, ça, c'est dû à plusieurs paramètres, notamment la nuit. En général, on dort, donc on fait varier les paramètres de renouvellement d'air, donc on va faire des fenêtres dans le bâtiment. Le radon, on va dire, aime le froid. Par tirage thermique, je vais l'expliquer un petit peu plus tard, mais bon, du coup, on a ce phénomène de tirage thermique dans les bâtiments plutôt le soir, qui fait que les taux sont plus élevés. Le matin, on se réveille, on ouvre les portes, on ouvre les fenêtres, les taux rediminuent. Les concentrations sont plus importantes en hiver qu'en été. On a toujours la problématique du confinement, donc plutôt en hiver, on a plutôt tendance aussi à garder les fenêtres fermées. Donc on a moins tendance à renouveler l'air par l'aération. Et ensuite, il y a aussi cet effet effectivement de tirage thermique du radon dans le bâtiment par la suite. Donc on a également un paramètre qui est important qui est la géologie. La géologie d'un terrain donc, qui est plus émissif en radon, donc c'est plutôt les terrains riches en granit, typiquement, ou certains types de roches métamorphiques. On connaît également que certaines conditions géologiques peuvent favoriser la remontée du radon en surface. Donc, c'est tout ce qu'on appelle les phénomènes calcaires karstiques, notamment dans le Jura. Donc, on a cette problématique où, effectivement, à travers la porosité du sol, des failles, des fissures, les radons remontent en surface plus facilement. Il y a également des effets de battement de nappe qui peuvent favoriser cette remontée et effectivement des phénoménologies en lien, c'est non naturel, donc avec la problématique des mines. Donc le radon, donc la concentration du radon dépend également des facteurs météorologiques, donc la pression atmosphérique, la température, les précipitations, l'humidité, la vitesse et la direction du vent. Donc typiquement les précipitations, quand la surface du sol est imbibée, on va dire, et saturée en eau, le radon va chercher là où il y a un minimum de porosité. Donc, en général, ça se trouve au niveau du bâtiment, laquelle l'interface entre le bâtiment est le moins étroite. Alors, par où rentre le radon dans un bâtiment? Vous avez compris qu'effectivement, il rentre par le sol, par cette interface entre le sol et le bâtiment, à travers tous les différents défauts des densités. Je vous ai fait une liste qui n'est pas une liste à la Prévert, elle est non exhaustive, mais bon, il y a un classement néanmoins en termes d'importance. Effectivement, les bâtiments dans lesquels on trouve une cave en terre battue à l'intérieur du bâtiment avec une porte non étanche directement accessible à la cave, c'est une entrée préférentielle de radon dans un bâtiment. Tout ce qui est plancher, les bois, le plancher perméable, effectivement, au plus proche du niveau le plus bas du bâtiment. Toutes les fissures de la dalle, des murs qui sont en contact, donc des murs enterrés qui sont en contact avec le sol. Les joints périmétriques, donc c'est les joints périmétriques des dallages en béton. Les canalisations. Donc, canalisation, j'ai précisé intérieur et pourtour.
Donc ça, c'est encore une fois une problématique d'étanchéité à l'air. C'est effectivement des points d'entrée importants de radon dans un bâtiment. Double mur, les siphons secs, les regards, les trappes techniques, etc. Donc, tous ces différents points peuvent être des points d'entrée de radon dans un bâtiment. Alors, quels sont les phénomènes qui permettent la rentrée du radon dans le bâtiment? Donc là, donc il y a deux phénomènes. Donc, dans un premier temps, il y a ce qu'on appelle le transport convectif. Donc, il est favorisé par une différence de température entre l'intérieur et l'extérieur du bâtiment. L'intérieur du bâtiment étant particulièrement en hiver, donc chauffé, donc un peu plus chaud que l'extérieur. Il y a ce qu'on appelle le phénomène de tirage thermique. Donc, c'est un effet de cheminée. Hein. Plus le bâtiment est haut, plus cet effet est amplifié. Donc, ça crée une dépression sous le bâtiment qui va avoir tendance à drainer l'air sous le bâtiment, l'air froid, qui peut être chargé notamment en radon. Donc, ce phénomène de dépression, il peut être favorisé par d'autres paramètres, notamment le chauffage, une ventilation en dépression, des appareils à combustion non étanches sans amener d'air extérieur, ou alors une note de cuisine en mode extractif, à la différence des modes en recyclage. Donc, effectivement, on peut favoriser cette dépression et donc aspirer le radon par les défauts d'étanchéité. Un deuxième type de transport est ce qu'on appelle le transport diffusif, qui est tout simplement la nature n'aimant pas le déséquilibre quand on a un volume qui est plus concentré en n'importe quel type de polluant, radon ou autre. On a tendance à avoir une diffusion, un basculement entre le volume mitoyen. Donc ça, effectivement, c'est peut-être plus probant à cette époque de l'année où on a le transport convectif est un peu moins actif, notamment favorisé par le tirage thermique. Alors, au niveau du radon, donc, il peut également s'accumuler en niveau, c'est la problématique du renouvellement de l'air. Donc là, je vous ai montré deux graphiques. Donc celui-ci est peut-être un peu plus illustratif, où effectivement, on est dans une salle de classe dans laquelle aucun système de ventilation mécanique permanent a été installé. On se rend compte qu'en début de classe, on est à 300 ppm et arrivé à la pause, on a largement dépassé donc, les réglementaires du règlement sanitaire départemental type qui préconise de ne pas dépasser 1000. Alors 1000 ppm dans une salle de classe, c'est très compliqué. Hein. Donc effectivement, quand on est dans une salle où il n'y a pas de ventilation, on peut arriver à des taux dépassant les 3000. On ouvre la fenêtre, donc c'est la pause, les taux redescendent. Ils redescendent on n'arrive pas au taux initial. Hein, ça dépend encore une fois du mode d'aération, si ça a été suffisamment efficace, si c'était un vrai courant d'air ou juste en mode oscillo-battant. Et ensuite, on reprend la classe et là, on a des taux qui remontent en plus accumulés par rapport à un renouvellement d'air qui n'a pas forcément été efficace. Donc, concrètement, vis-à-vis du radon, c'est un peu la même chose. Le taux de radon, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, on arrive dans une pièce, en général, on nettoie les portes, on nettoie les fenêtres, on aère, le taux va rediminuer. Et maintenant, si on n'a pas de ventilation mécanique, ce taux risque de néanmoins dépasser la valeur seuil et de ne pas redescendre suffisamment. Donc, on est, par exemple, là, ça nous arrive par exemple le mardi matin. Donc, ça, c'est une mesure en continu qui a été effectuée dans une salle de classe où le mardi matin, la valeur seuil donc réglementaire on était redescendu en dessous de ces valeurs seuil qu'à partir de midi, c'est-à-dire que le matin, on était encore à des valeurs assez importantes parce que le renouvellement d'air n'a pas été suffisant. Donc, il y a un manque de renouvellement d'air, ça peut occasionner aussi, donc, en dehors des taux de radon assez élevés, d'autres problématiques, d'autres pathologies, typiquement des moisissures, des problèmes d'humidité. Alors, comment savoir donc, si mon bâtiment est exposé au radon? Donc, déjà, il y a une réglementation qui a été mise en place. Donc, une première réglementation qui fait suite à une première directive qui date de 1996, une directive européenne qui a été retranscrite en loi française par deux arrêtés. Donc, l'un concerne les établissements recevant du public, donc un certain type d'établissements recevant du public, à savoir donc, les établissements scolaires, les établissements sanitaires, les hôpitaux, les établissements sanitaires et sociaux, donc majoritairement ensuite également donc, les centres pénitentiaires.
Et ensuite, donc ça c'était en 2002. En 2008, concerne un certain type de lieu de travail, donc majoritairement avec un niveau enterré, puisque la problématique, vous avez compris, ça concerne particulièrement les lieux de travail en souterrain. Ensuite, en 2013, une deuxième directive est sortie et donc a engendré donc les derniers arrêtés. Donc, ça a été transposé en loi française. Et donc, les dernières directives portent également à modifier les arrêtés de 2008 concernant la GRP et l'arrêté de 2008 concernant les lieux de travail. Et je reprécise également, donc effectivement, depuis le 1er juin 2018, le nouveau niveau de référence est à 300 becquerels, alors qu'avant cette date-là, elle était à 400. Je vais laisser Karine reprendre la main sur la partie réglementaire. Merci Catherine. Donc bonjour à tous. Donc la DREAL travaille en fait sur le radon depuis quelques années dans le cadre de projets particuliers, notamment la démarche pluraliste en Bourgogne-Franche-Comté. Et là, depuis 2018 et la transcription en fait de la directive Euratom présentée par Catherine, les textes réglementaires ont évolué et ont impacté le code de l'environnement et le code de la construction et de l'habitation. De là, en fait, on a une nouvelle cartographie. Donc, sur la droite, c'était la cartographie par l'ancienne réglementation qui concernait 31 départements prioritaires. Et maintenant, on est passé à un zonage communal à l'échelle de la commune et on le verra juste après. Où là, 3 zones vont être définies. Une zone 1 dite zone à potentiel radon faible et c'est lié en fait à la quantité d'uranium qu'on va trouver dans les roches et qui vont avoir une potentialité plus ou moins importante de générer ce gaz radon qui poursuivra après sa désintégration radioactive, comme vous l'avez compris. Non, non, Catherine, reviens en arrière, s'il te plaît. Voilà, merci. On aura une zone 2, donc c'est un peu une zone intermédiaire où là, le potentiel radon est a priori plus faible au vu de la nature des roches, mais des conditions géologiques particulières vont, vont augmenter la potentialité quand même d'avoir d'émanation du radon, des failles majeures, des failles géologiques bien sûr, ou des éléments karstiques plus importants. Et ils vont faciliter ces transferts vis-à-vis du bâtiment. Et on va avoir une zone 3, donc la zone à potentiel radon, là, dit significatif ou beaucoup plus important, où on va considérer que ce sont les zones dites prioritaires. L'arrêté du 27 juin 2018 qui cale en fait ce zonage est basé sur un découpage administratif en date du 1er janvier 2016. Cette notion est assez importante parce que depuis 2016, à cause de la loi NOTRe, on va avoir un mouvement territorial qui se met en place avec la création de communes nouvelles. J'y reviendrai juste après avec la diapo suivante. Un autre point qui me paraît important de noter sur ces évolutions réglementaires, c'est que les connaissances continuent d'évoluer. Et comme vous l'avez vu, ces textes, donc si on part de la directive Euratom qui date déjà de 2013, la transposition en droit français qui est déjà en 2018, mais pendant tout ce temps-là, les connaissances évoluent et elles avancent. Et on sait aussi l'impact des zones karstiques. J'y reviendrai également après. Donc, on peut s'attendre aussi à des évolutions réglementaires dans les années à venir. Ce qui va être important aujourd'hui dans le cadre de ce webinaire, c'est comprendre les différents éléments entre la technique, la science, les éléments dont on dispose déjà et le contexte réglementaire qui sera amené aussi à évoluer au fur et à mesure de l'avancement des travaux des différents partenaires. On peut passer à la diapo suivante. Donc là, c'est le site de l'IRSN. Donc en fait, la cartographie officielle basée sur l'arrêté que je vous ai présenté juste avant a été donc rédigée en lien avec l'IRSN, donc l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire. C'est sur ce site où vous pouvez trouver facilement le zonage lié à votre commune. Et ce zonage est en lien avec l'arrêté présenté juste avant. Par contre, ayez toujours en tête pour les communes nouvelles que vous risquez de ne pas la retrouver si la commune nouvelle s'est créée après janvier 2016. Diapo suivante. Donc là, nous travaillons sur le périmètre bourguignon et franc-comtois. Donc, vous trouvez en fait la similitude ou le parallèle entre la carte géologique basée sur la carte de France au millionième et en bas à droite, la carte Bourgogne-Franche-Comté avec le zonage radon
présenté précédemment, basé sur la cartographie IRSN. Et vous pouvez facilement voir les massifs dits anciens d'un point de vue géologique avec le parallèle de la zone 3, ou la grosse tache rouge, en fait, qu'on pourrait voir sur la partie Saône-et-Loire, ou partie de la Nièvre qui mange, ou au niveau du territoire de Belfort. Mais je vais quand même insister sur la géologie, car le territoire Bourgogne-Franche-Comté est couvert par le reste par des massifs calcaires, dont le développement du karst est plus ou moins important. Plus on va aller vers l'arc jurassien, mais le karst n'est pas à négliger non plus en Côte d'Or ou sur la partie de Lyon. Donc, on va avoir quand même une approche vigilante sur les zones 1 et 2 à cause de ces problématiques géologiques particulières. Alors, pour résumer, d'un point de vue réglementaire, depuis 2018, on va avoir, au titre des risques naturels, une information des acquéreurs et des locataires, afin que l'acquéreur, au moment de la transaction immobilière, ou le locataire, puisse connaître ce risque et prendre les dispositions donc nécessaires, notamment au niveau de l'acquisition. Vous êtes, au titre du Code de l'environnement, donc informé du risque naturel radon pour les zones 3 qu'on va considérer prioritaires. Donc, depuis le 1er juillet 2018, lors d'une vente ou à la signature de la promesse de vente, ou à défaut donc, de l'acte de vente, on va vous informer de ce risque qui doit être joint au diagnostic technique ou lors de la signature du contrat de location ou de son renouvellement. Ces informations, vous les avez à travers le site georisque.gouv.fr et on retrouvera aussi une fiche d'informations détaillée, on y reviendra après. L'objectif de cette réglementation, en général qui concerne ce qu'on appelle l'IAL, donc l'information acquéreur locataire, c'est d'informer la population sur ce risque à l'occasion d'un changement de logement ou à travers ce type d'action de sensibilisation, c'est de vous informer que vous avez accès à toutes ces informations sur les risques naturels et technologiques. Là, en l'occurrence, là, on est plutôt sur risque naturel. Diapo suivante. Donc, voici le formulaire CERFA que vous avez certainement déjà rencontré par le passé, où vous avez donc l'état des risques et des pollutions. Et si on zoome, vous allez observer la petite ligne qui a été rajoutée. Donc, l'immeuble se situe dans une commune à potentiel radon classée en niveau 3. Et vous trouvez aussi sur le site georisque.gouv.fr une fiche détaillée qui réexplique le radon sur l'aspect donc risque naturel. Alors, juste pour terminer sur cet aspect, alors je vous ai mis un exemple de configuration, car la problématique du radon, vous l'avez vu, c'est une information qu'on porte à votre connaissance sur ce risque naturel. Donc, sur le schéma de gauche, vous pouvez être bien en zone 3, mais si votre bâtiment, car il va y avoir une interaction entre le bâtiment et le sous-sol, avec des dispositions constructives, une étanchéité par exemple entre les niveaux de vie et le sous-sol, un système de renouvellement d'air mis en place, on va pouvoir conserver une activité volumique de radon tout à fait acceptable par rapport à l'individu qui occupe ce bâtiment. Mais à l'inverse, et c'est là où on veut attirer votre attention, c'est qu'on peut avoir une zone à potentiel plus faible, mais où on va avoir des dispositions constructives qui vont plutôt aggraver en fait la potentialité d'augmenter le radon à l'intérieur du bâtiment, notamment lorsqu'on aura une situation d'une maison semi-enterrée, et une rénovation, par exemple, pas à pas, où la question du renouvellement d'air va être complètement oubliée. S'il y a vraiment une chose à retenir de cette réglementation liée au radon, c'est qu'il faut conserver une approche ensemblière, systémique, une approche globale vis-à-vis du bâtiment, où on a l'interaction en fait du sous-sol, la création de ce gaz radon et nos interventions vis-à-vis du bâtiment, notamment dans la rénovation. Et dès lors qu'on oublie la question de l'air intérieur ou de la question de la qualité de l'air intérieur, c'est au risque qu'on fasse aussi une boîte à radon et qu'on augmente les concentrations de radon au sein du bâtiment. Le seul moyen, en fait, de savoir si on a du radon dans un bâtiment, parce que vous l'avez compris, c'est propre à chaque bâtiment, ça va être de mesurer. Et là, je repasse la parole à Catherine pour justement vous expliquer tout l'enjeu lié à la mesure de radon, de l'activité volumique de radon au sein d'un bâtiment. Alors, déjà, comment mesure-t-on le radon? Donc là, je vous ai mis un graphique qui représente donc on va dire les trois techniques de mesure habituelles du radon dans un bâtiment. Donc, il y a dans un premier temps ce qu'on appelle les mesures ponctuelles. Donc, c'est un peu une photographie
à un moment donné du taux de radon, la concentration ambiante de radon dans une pièce. On peut avoir la mesure en continu. Donc, la mesure en continu peut se faire sur une journée, idéalement sur une semaine, voire le plus long serait le mieux. Mais là, vous vous rendez compte, comme je vous avais dit un petit peu plus tôt, qu'il y a une variabilité de la concentration, donc qui dépend effectivement du bâtiment, de l'usage du bâtiment, de la météorologie, différentes variabilités que je vous ai citées tout à l'heure. Et ensuite, nous avons ce qu'on appelle la mesure intégrée, qui est une sorte de mesure moyennée sur une période donnée, qui nous permet d'avoir effectivement, pas forcément la variabilité, mais une certaine, on va dire, moyenne des mesures. Alors, je vais vous expliquer un petit peu particulièrement les différences entre une différence puis l'intérêt surtout. Donc là, on se rend compte dans ce graphique que les différences entre les mesures, la mesure horaire, on se rend compte qu'il y a effectivement une variabilité qui peut être très importante, de même que la mesure journalière. Et à mesure qu'on se rapproche effectivement de la mesure, plus elle est longue, plus elle va être représentative de l'exposition moyenne, on va dire annuelle, de cet exemple. Et donc, effectivement, la mesure intégrée, donc, typiquement, on utilise des capteurs, je ne sais pas si vous les voyez, c'est des capteurs qui sont, on va dire, c'est un capteur en plastique avec un film argentique à l'intérieur. Donc là, je vous ai cité différents exemples de capteurs. C'est des capteurs qui sont, pour qu'ils puissent être comparés à la valeur de référence, donc de 300 becquerels, doivent être idéalement posés sur 2 mois de mesure, sur une période hivernale, donc dans une pièce située au plus bas, au niveau de votre bâtiment, occupé, chauffé, pour que vous puissiez avoir effectivement une tendance de l'exposition des usagers. L'objectif étant de vérifier l'exposition effectivement dans une pièce qui est occupée, donc idéalement dans la chambre ou dans le salon. Donc éviter les pièces humides, puisque vis-à-vis notamment de ce type d'appareil, donc celui-ci, c'est donc le film argentique est donc exposé à l'air libre, donc avec tout ce qui est humidité et poussière, on peut avoir des résultats un peu moins probants. Donc, c'est des appareils que vous pouvez trouver facilement. Donc, je vous ai mis les sites internet sur la présentation. Donc, c'est de l'ordre de 50 €, on va dire, pour 3 kits. Et donc, cette valeur permet d'avoir également la mesure, enfin, le résultat en laboratoire. Donc, c'est assez facilement, voilà. C'est une information que vous pouvez facilement trouver. Donc, ça vous permet effectivement d'avoir une mesure ambiante de votre maison ou de votre bâtiment. Alors, quelles sont les 3 grandes familles, on va dire, d'actions correctives pour permettre, on va dire, d'éliminer, d'éliminer le radon dans un bâtiment? Donc, ces types de travaux sont traités donc, sous forme de 3 familles. Donc, le premier type, c'est l'étanchéification de l'interface sol-bâti. Vous avez compris que c'est par là où le radon rentre. Donc, le but est d'empêcher sa pénétration dans la zone de vie. Deuxième type de travaux, c'est traiter la partie renouvellement d'air, donc traiter le système, l'amélioration du système de ventilation et également intégrer la partie aération, c'est très important. L'objectif étant d'améliorer le renouvellement de l'air, de diluer et de diminuer les polluants et de diminuer la pollution. Et ensuite, en troisième type de travaux possible, si vous avez effectivement un soubassement, ce serait de traiter ce fameux soubassement pour diluer et extraire le radon. Alors, comment ne pas dégrader la situation en travaux de rénovation? Alors déjà, dans un premier temps, je vais vous mettre en avant effectivement ce risque qu'on retrouve régulièrement donc, quand on intervient notamment dans les maisons résidentielles. C'est cette problématique liée aux appareils de chauffage non étanches pour lesquels, après rénovation, l'amenée d'air spécifique en extérieur, quand il y en avait une, a été rebouchée. Et donc là, pour le coup, ce n'est plus une problématique, on va dire, de risque chronique, mais ça peut engendrer une problématique de risque imminent, qui est le monoxyde de carbone. Donc très important, quand
quand une maison dispose effectivement d'appareils à combustion non étanches, c'est voilà, mettre en place effectivement une amenée d'air spécifique. Il faut savoir que pour un appareil qui peut chauffer voilà, une maison de 100 mètres carrés, donc il faut avoir au moins une section minimum de 200 cm². Cette amenée d'air doit ressortir directement à l'extérieur du bâtiment et ne doit pas, bien sûr, être bouchée. Donc, il existe notamment des conduits en double tuyau qui permet effectivement d'éviter, aujourd'hui on essaie de viser une perméabilité à l'air efficace d'un logement, qui permet de pouvoir on va dire, préchauffer l'air entrant de cette amenée d'air qui peut ensuite alimenter cet appareil à combustion. Alors ensuite, le deuxième facteur aggravant, effectivement, étant l'étanchéité à l'air, notamment au niveau de l'interface bâtiment. Donc là, vous avez des photos qui ont été prises dans le cadre de différents diagnostics où il n'y a pas forcément eu, après rénovation, une prise en compte de l'étanchéité, effectivement, de l'interface sol-bâti. On commence à penser à étanchéifier les parois extérieures, effectivement, les intempéries au froid, mais on ne pense pas forcément à cette interface. Donc, ce que vous avez cité tout à l'heure, notamment les planchers bois perméables. Là, on a une photo d'une porte intérieure non étanche, bien détalonnée. En général, ce qui est assez étrange, c'est la seule porte détalonnée du logement, qui permet d'accéder à la cave. Donc voilà, les différents exemples d'éléments qui peuvent être un facteur aggravant, donc source de radon dans un bâtiment. On a fait une étude de sensibilisation auprès de particuliers dans des maisons. On s'est rendu compte qu'effectivement, un logement avec, par exemple, typiquement une cave en terre battue, on s'est rendu compte que les taux mesurés en radon étaient 40% supérieurs à la moyenne de l'ensemble des valeurs obtenues lors de ces campagnes. Donc, ce n'est pas négligeable, effectivement, en termes de facteurs entrants de source de radon. C'est ce que je vous ai dit également tout à l'heure, donc toutes ces canalisations qui arrivent dans le bâtiment, les verdés, typiquement, non étanchéifiées, sont des sources effectivement de pénétration assez importante de radon dans un bâtiment. Donc comment justement stopper ces pénétrations? Donc déjà, c'est un travail systématique, donc c'est un travail d'étanchéité ponctuel par injection donc, de produits étanches, donc idéalement à élasticité permanente, mastic de sol. Alors, au niveau des canalisations, c'est au niveau du pourtour des canalisations, à l'intérieur des canalisations aussi, parce qu'on a eu des exemples de contamination donc à des étages supérieurs. En général, le radon s'accumule au niveau le plus bas, au rez-de-chaussée, et a tendance à se diluer aux étages supérieurs. Mais effectivement, des canalisations qui ont été mal étanchéifiées ont pu ramener le radon à des étages supérieurs. Donc voilà, c'est une vigilance à avoir dessus. Étanchéfier au niveau également de l'interface entre le mur et les quintes. Donc, on s'est rendu compte que ce joint périmétrique est aussi source de pénétration de radon dans un bâtiment. L'étanchéification du réseau électrique. Donc, idéalement, l'étanchéification, s'il peut le faire le plus en amont possible, le plus près de des voies de pénétration, enfin des arrivées, des verdés dans le bâtiment, voilà, ça permettrait effectivement, en mettant en place ces fameux bouchons, de pouvoir se prémunir de la continuité de la propagation du radon, notamment via ces réseaux. Ici, nous avons un exemple de mise en œuvre d'un linoléum. Alors, à ma connaissance, il n'y avait pas forcément d'une membrane anti-radon, mais ne serait-ce que d'avoir eu la vigilance de coller effectivement cette partie plainte qui est source de radon. Donc, ça peut être un système effectivement, j'allais dire ponctuel. Donc, j'ai pu voir ça dans une salle de classe. Donc, on se prémunit effectivement de la pénétration du radon dans cette salle de classe, mais ça ne veut pas dire que, comme le radon est un gaz, il ne pénétrera pas dans une autre pièce, malheureusement.
Donc voilà, c'est encore une fois, ces travaux d'étanchéité, bon, déjà pour qu'ils soient systématiques, face à des valeurs élevées, ils peuvent s'avérer insuffisants. Donc c'est pour ça qu'il faut les cumuler, les compléter par les autres types de travaux, notamment par des travaux de ventilation. Alors, parce qu'on rentre sur l'aspect ventilation, l'amélioration des systèmes de ventilation en place. Donc, la ventilation, hein, c'est 2 paramètres. Il y a l'aspect entrée d'air et l'aspect aspiration. Au niveau des entrées d'air, l'air ne peut rentrer que si la ventilation mécanique est en place. Malheureusement, on retrouve effectivement dans des bâtiments rénovés certaines petites anomalies. C'est des photos plus ou moins connues. Notamment dans cette pièce, hein, la rénovation effectivement a été très bien faite, mais on se rend compte que voilà, en termes de renouvellement d'air, de circulation de l'air, donc c'est une salle de bain, une entrée d'air a été mise en place dans la fenêtre, alors que plutôt dans une salle de bain, c'est et bien sûr une extraction a été mise en place. Donc là, nous avons un balayage qui se fait uniquement sur voilà, 1 mètre carré à cette hauteur-là, et donc court-circuite un balayage qui va être beaucoup plus effectif, beaucoup plus général dans le bâtiment. Ce qu'on peut rencontrer, enfin se retrouver aussi en phase rénovation, c'est effectivement des entrées d'air qui n'ont pas été faites, on va dire, dans les règles de l'art, où il y a uniquement des percements réalisés à la perceuse. Donc c'est effectivement pas conventionnel par rapport règles de l'art, du DTU notamment, ou des mortaises, des dimensions précises qui ont été utilisées. Et donc là, on se retrouve avec une lignée d'insectes qui se bouchent assez facilement, et donc on n'a plus du tout d'air entrant dans le bâtiment. En phase rénovation, donc souvent on fait une réfection des sols et on oublie de redétalonner les portes derrière. Donc, une porte fermée dans un logement ou dans un bâtiment tertiaire, on bloque la circulation de l'air entre les pièces par lesquelles l'air rentre, donc les pièces principales, les bureaux, les chambres, les salons, et les pièces par lesquelles l'air est extrait. On a aussi effectivement des phénomènes un petit peu, voilà. Enfin, je pense que des photos vous en connaissez certainement, où la mauvaise mise en œuvre des gaines rigides peut amener effectivement à bloquer l'aspiration de l'air, système dysfonctionnant. On retrouve également une particularité en rénovation, c'est le non-respect de la distance minimum, que ce soit dans le résidentiel ou dans le tertiaire, de l'organe de rejet, de la bouche de rejet, par rapport à la distance minimum des bouches de rejet et des amiens d'air, les enfants, typiquement dans ce bâtiment, qui est un bâtiment tertiaire. Il n'y a pas de problématique radon, là pour le coup, c'est une problématique, on va dire, de pollution chimique. Mais bon, le recyclage de l'air est le même si on est en présence de radon. La situation donc, de cette bouche de rejet est vraiment trop proche des fenêtres, donc on a un recyclage de l'air aspiré, de l'air vicié dans le bâtiment. L'autre problématique par rapport aux absences d'entrée d'air ou d'air bouché, il faut savoir qu'effectivement, concernant la problématique radon, il est important d'avoir un équilibre entre la quantité d'air entrant et la quantité d'air extrait. Souvent, on voit en rénovation, on change les fenêtres, le système de ventilation est toujours en marche et actif. Donc l'air est toujours aspiré dans les pièces humides, les sanitaires, les techniques l'école, ou dans la salle de bain, la cuisine, etc. pour les et en l'absence d'entrée d'air, on favorise ce phénomène de dépression qui va aspirer le radon au niveau des dépôts d'étanchéité du bâtiment. Et là, pour le coup, on crée ce qu'on appelle une pompe à radon, donc qui est vraiment très délétère dans pas mal de situations. Donc, c'est très important, effectivement, d'avoir cet équilibre entre la quantité d'air entrant et la quantité d'air extrait. Je voulais également vous parler, donc c'est une problématique qui peut paraître voilà, un peu en marge, parce que ce n'est pas effectivement l'un des dispositifs de système de ventilation les plus répandus.
Mais effectivement, il y a eu donc une étude de la CRIMA notamment qui a démontré que quand on se retrouve face à un système non étanche de tubes canadiens, qui peut avoir une contamination de l'air pulsé par ces systèmes qui vient contaminer le bâtiment. Qui plus est, par rapport à ce que disait Karine, donc ces exemples-là, on les retrouve majoritairement dans des villes où la partie radonnée est plus faible. Alors, a priori, c'était plutôt en région Rhône-Alpes ou en région parisienne, où effectivement, on n'a pas forcément tenu compte de la problématique radon. Et donc, du coup, il y a eu une plus forte contamination des bâtiments due à l'intensité climatique. Donc là, typiquement, sur ce graphique, les valeurs les plus élevées qui sont constatées, c'est quand l'appareil, donc le puits canadien est en fonctionnement. Dès qu'il a été arrêté, on se rend compte qu'effectivement, la contamination a diminué. Donc voilà, il y a vraiment un fort taux de probabilité, effectivement, quand l'étanchéité de cette prise d'air, l'étanchéité n'est pas prise en compte, ça peut engendrer effectivement des taux de contamination non négligeables dans un bâtiment. Alors, quelles sont les stratégies de renouvellement d'air dans un bâtiment? Donc, il faut savoir que le renouvellement d'air d'un bâtiment passe par trois possibilités. Donc déjà, dans un premier temps, tout simplement l'aération. L'aération, le fait d'ouvrir les fenêtres en grand, d'ouvrir les portes intérieures, permet de renouveler l'air assez facilement et assez efficacement. Évacue le radon, mais également les autres polluants d'air intérieur, l'humidité. Cependant, ce n'est pas une action qui est permanente, c'est très dépendant de l'usager. Et quand il fait très chaud et quand il fait très froid, on a peut-être plutôt tendance à garder notre confort thermique et donc de ne pas forcément aérer. Donc c'est encore une fois, c'est une pratique. Et il y a aussi eu des messages qui ont été véhiculés sur les économies d'énergie, la compatibilité vis-à-vis de la double flux, qui ont fait que les gens aèrent moins. Ensuite, il y a ce qui participe au renouvellement de l'air, ce qu'on appelle les défauts, ce qu'on considère aussi les défauts d'étanchéité. Donc les défauts d'étanchéité, bien sûr, c'est ce qu'on appelle aussi, ce qu'on communément appelé aussi les passoires thermiques, participent à un renouvellement de l'air, mais il faut savoir qu'effectivement, cet air, c'est pas forcément un air sain, puisqu'il peut drainer également les différents types de polluants passerait également par ces défauts d'étanchéité. Donc, avec les rénovations énergétiques, ce renouvellement d'air plutôt commence à être en baisse. Donc voilà. La dernière possibilité, effectivement, c'est la ventilation mécanique. Donc, si tout se repose sur la ventilation mécanique, si on n'a pas d'aération, si on améliore l'étanchéité du bâtiment, il faut effectivement une ventilation qui soit à la fois bien conçue, performante et sans système de ventilation, on se retrouve face à une accumulation et un mauvais renouvellement d'air. Donc, ce qui dit, si tout repose sur la ventilation, il faut avoir une vigilance sur effectivement la conception, sur la mise en œuvre également, mais également sur l'entretien de la part des usagers. Alors, le renouvellement d'air par l'aération, ça c'est un point qui est quand même assez important. Donc, renouveler l'air, ça signifie vraiment créer un courant d'air. Donc, il est favorisé par l'ouverture des fenêtres en grand, mais également l'ouverture des portes. Effectivement, les salles de classe, ce n'est pas toujours évident, mais parfois, ce qu'il faut garder en tête aussi, c'est le renouvellement d'air. S'il se fait en 5 minutes, 10 minutes, on n'a pas le temps de refroidir le mobilier qui est plutôt... ça va garder l'inertie de la température de la bâtiment, on ne va pas refroidir les murs, on ne va pas refroidir suffisamment le mobilier pour vraiment ressentir un inconfort par rapport à ce renouvellement d'air. Donc, idéalement, c'est une action qui pourrait être renouvelée tout le long de la journée, qui est complémentaire à la ventilation. Et c'est adapté effectivement en fonction de l'occupation, donc en cas de bricolage, cuisine, etc. Il faudrait le renouveler de manière plus intensive. Idéalement, c'est ouvrir le matin en se levant et alors,
dans les écoles assez régulièrement dans la journée, parce qu'effectivement, en termes d'occupation, c'est des pièces assez importantes. Et ensuite, le soir, avant de se coucher, pour pouvoir en bénéficier une bonne partie de la nuit. Donc là, je vous ai mis effectivement des illustrations en termes de, plus on augmente la ventilation, moins on a besoin d'avoir, l'aération, pardon, moins on a besoin d'avoir une durée d'aération importante. Si c'est uniquement en oscillobattant, la diminution des polluants est moins effective. Alors, les bonnes pratiques au niveau de la ventilation, déjà à minima, donc respecter effectivement les règles de l'art. Donc, on entend par là, bien sûr, à minima, donc, la réglementation 1982 de 1983, le règlement sanitaire départemental type, le code du travail. Au niveau de la mise en œuvre, donc respecter le décret 68.3. Donc, je précise, au niveau de la rénovation, donc, il y a un RT élément par élément, notamment dans l'article 5, que les travaux d'isolation des parois doivent conserver des entrées d'air hautes et basses existantes, si on existait préalablement aux travaux, sauf en cas d'installation d'un autre système de ventilation. Et dans l'article 13, dans les locaux d'habitation et les locaux d'hébergement, les nouvelles fenêtres peuvent être installées dans la pièce principale doivent être équipées d'entrée d'air, sauf dans les locaux déjà munis d'entrée d'air ou d'un dispositif de ventilation ou de flux. Donc, il est précisé que la somme des modules de ces entrées d'air doit au moins être de 45 pour les chambres et 90 pour les séjours. Et donc, ces valeurs peuvent être réduites lorsque l'extraction mécanique permet un dimensionnement inférieur. Donc, effectivement, c'est important à ces modules, donc ça participe à l'équilibrage, ça vous permet d'équilibrer effectivement la quantité d'air entrant par rapport à la quantité d'air extrait. Donc, typiquement, là, nous avons une maison qui, même en phase d'utilisation accélérée de la vitesse de ventilation en cuisine, permet de répondre à un équilibrage de la quantité d'air entrant. Donc, ça signifie qu'en conditions d'utilisation habituelle, donc en ventilation accélérée, on n'aura pas la même quantité d'air qui va rentrer. C'est fortement dépendant des débits d'air extrait. Ne pas oublier de redétalonner l'ensemble des portes intérieures du logement, sauf celle de la cave. Si le détalonnage n'est pas possible, vous devez mettre en place une grille de transport pour toujours renforcer cette circulation de l'air dans le logement ou dans le bâtiment. Alors, idéalement, effectivement, en rénovation, ce qui n'est pas toujours simple, c'est pour pouvoir contrer ce phénomène de dépression, c'est de permettre d'assurer une légère surpression du bâtiment en mettant en place un système de ventilation double flux ou une ventilation mécanique par insufflation. Cette légère surpression permettrait de effectivement bloquer le radon et éviter sa pénétration dans la zone de vie. Donc, ce qu'il faut garder à l'esprit, donc l'ensemble de ces systèmes de ventilation s'entretiennent. Il y a des études qui ont démontré qu'effectivement, à assez court terme après installation, il y a des pertes de charge qui sont visibles et donc qui peuvent ensuite entraîner des dysfonctionnements de ces appareils si ces appareils ne sont pas nettoyés, changement de filtre, etc. régulièrement. Il n'y a pas de... Alors, peut-être que les messages que j'ai fait passer, encore une fois, peuvent contrecarrer les politiques de rénovation thermique du logement. Au contraire, alors je tiens à préciser les choses, qu'un bâtiment bien rénové, notamment au niveau de son isolation, de son étanchéité à l'air, supprime les entrées d'air parasite et donc permet à l'air effectif qui doit rentrer par les entrées d'air des pièces de pénétrer et donc du coup éviterait notamment dans cet exemple une sous-ventilation de ces deux chambres, du fait qu'il y ait davantage d'air parasite qui va pénétrer dans le séjour. Donc voilà, il n'y a pas d'incompatibilité entre effectivement l'amélioration de l'isolation thermique d'un bâtiment si on tient compte d'une ventilation efficace, une ventilation mécanique efficace d'un bâtiment. Alors ensuite, donc, en termes de rénovation, on va dire, de la partie sous-bassement, donc ce qui peut arriver, c'est que les entrées d'air, les amenées d'air de la sanitaire ou d'un sous-sol aient été supprimées ou
troublés suite à une rénovation. Et donc, ces sous-bassements ne reçoivent plus un air suffisant déjà pour assurer son rôle de tampon, ne serait-ce que vis-à-vis de l'humidité. Et donc, on se retrouve effectivement face à un volume qui va ensuite générer une augmentation du taux de radon qui peut pénétrer dans le bâtiment. Donc, c'est une vigilance à avoir sur cette problématique-là, bien sûr, en recréant ces amenés d'air pour permettre une dilution efficace du radon, de l'humidité également, dans le bâtiment. Alors, je vais finir sur cette page. Donc là, je vous ai mis des liens. Donc, normalement, ce PowerPoint devrait être mis à disposition sur le site de Pôle Énergie. Et donc, sur cette page notamment, vous avez directement accès aux liens par rapport à la réglementation. C'est l'ASN qui reprécise les différents arrêtés, les différents corps réglementaires vis-à-vis du radon. Je précise également donc, sur le site du ministère de la Transition écologique et également le site de la Direction générale de la santé. Donc, les deux porteurs, on va dire, de la réglementation vis-à-vis du radon, c'est l'ASN et la DGS. Donc là, vous avez les liens qui vous permettent de vous orienter sur la partie portage réglementaire. Ensuite, il y a différents types soit de documents ou de sites qui vont vous permettre d'avoir des renseignements sur des travaux à mettre en œuvre. Donc notamment, on va dire d'un point de vue chronologique, le guide technique radon dans les bâtiments, donc, qui a été réalisé par le CSTB en 2008, qui va être renouvelé normalement incessamment sous peu avec une nouvelle édition en 2021, qui va également intégrer une partie pollution des sols. Donc, je pense que ça va être un document, enfin voilà, c'est le document, on va dire, un peu de référence en termes de travaux qui existent. Depuis 2019, donc, il y a un site qui a été élaboré, donc, auquel a participé le CEREMA. C'est le fruit d'une collaboration entre les spécialistes, on va dire, en radon suisse et les spécialistes en radon français sur l'arc jurassien, puisque en fait, les Suisses ont, on va dire, une certaine avance, surtout au niveau professionnalisant, au niveau professionnel, sur les travaux à mettre en œuvre pour améliorer les conditions de radon. Et donc, je vais vous faire une présentation sur ce juste après. Je vais finir sur les différents documents existants. Donc, je vous mets également un lien sur ce site-là, qui est un site plutôt à portée ventilation. Donc, il y a un site récent aussi qui est assez intéressant. Toujours sur la ventilation, il y a le site Via Qualité qui présente un document de mise en œuvre. C'est vraiment le DTU 68.3 qui a été repris et qui a été mis en exergue à travers différentes illustrations. Scarine a déjà parlé du site de l'IRSN, je ne reviens pas dessus. La DGS a mis en place un document qui reprend un petit peu des retours d'expérience sur des campagnes de sensibilisation sur le radon, avec pas mal de retours, donc c'est assez intéressant également. Ensuite, différents documents techniques qui peuvent être utilisés par les professionnels, notamment la grille d'audit que le CEREMA a réalisée, qui est la grille, l'outil qu'on utilise nous quand on réalise des diagnostics sur les différents éléments qu'il faut vérifier dans un bâtiment qui peuvent avoir un impact sur des taux importants en radon. Au niveau de la ventilation, donc il y a ce guide du site qui est assez bien fait, pareil, vous pouvez y accéder. Le lien n'a pas forcément été pris en compte. Ensuite, ce guide qui a été fait en lien avec la FFB de la Loire, je crois, ou Bretagne, je ne sais plus, qui reprend en compte certains points de vigilance, un certain nombre de points de vigilance avant, pendant et après travaux professionnels dans un bâtiment. Et je vous cite également ce document qui a été réalisé par les Canadiens. Donc, il reprend effectivement aussi un certain nombre, parce que c'est une problématique mondiale, vous avez compris, donc il reprend aussi un certain nombre de travaux qui est assez bien illustré en lien avec les actions correctives pour justement se prémunir contre ça. Je ne sais pas si j'ai envie. Est-ce que tu as le temps, Antonin, de… Très bien, merci beaucoup Catherine. On a un petit peu débordé,
mais c'est pas grave. L'important, c'était de pouvoir avoir toute la présentation. Donc, merci beaucoup.